Merci Joseph Cohen, notamment pour l'organisation de ce beau colloque pour célébrer les 50 ans d'Autrement qu'être à Rome. Je les remercie chaleureusement de leur invitation. Donc la prose de l'autrement dit. Autrement qu'être ou au-delà de l'essence s'achève non pas sur une conclusion, mais sur un autrement dit. Un autrement dit en guise de conclusion, parce que la conclusion d'autrement qu'être veut être le contraire d'une conclusion, si l'on entend par conclusion ce qui termine un livre en énonçant de manière définitive ce que dit le livre. Ici, au contraire, dit Lévinas, je le cite, dans De Dieu qui vient à l'idée, il n'y a pas de formulation définitive. C'est pour cela que ma conclusion, dans Autrement qu'être, je l'appelle Autrement dit. Fin de citation. Totalité et infini, lui, s'achevait non pas sur un autrement dit, mais sur des conclusions, ce qui était déjà une manière d'offrir une conclusion ne se voulant pas fermeture. Conclusion au pluriel, dont Lévinas avait pu trouver un modèle chez Jean Val, qui termine en effet ses études kierkegaardiennes, comme le fait remarquer Lévinas, par une partie qu'il nomme au pluriel conclusion, question. Mais pourquoi alors un autrement dit plutôt que des conclusions non clôturantes? Parler de conclusion au pluriel, et même de conclusion non clôturante, de conclusion question, c'est encore respecter la forme livre, c'est-à-dire l'ordonnancement des parties d'un livre, un titre, un ou des préliminaires, un corps d'ouvrage et une conclusion. Or, ce qui distingue l'autrement dit comme partie terminale d'Autrement qu'être de la conclusion d'un livre, c'est qu'il ne saurait tout simplement pas fonctionner comme une partie, du moins identifiable, localisable d'un livre, et ce d'abord pour la raison suivante. Être un autrement dit aux yeux de Lévinas vaut pour toutes ces parties dites accessoires d'un livre. Je veux parler ici du titre, de la dédicace, des préliminaires, préface, avant-propos et de la conclusion. Il vaut pour toutes ces parties accessoires dès lors que le livre y peut recevoir son premier commentaire, son premier dédit. La préface ou l'avant-propos d'un livre est aussi pour Lévinas un autrement dit, au même titre que la conclusion d'Autrement qu'être. Je lis un passage de l'Humanisme de l'autre homme. L'avant-propos, toujours écrit après le livre, n'est pas toujours une redite en termes approximatifs de l'énoncé rigoureux qui justifie un livre. Il peut exprimer le premier et l'urgent commentaire, le premier c'est-à-dire, qui est aussi le premier dédit, des propositions où, actuelles et assemblées, s'absorbent et s'exposent dans le dit l'inassemblable proximité de l'un pour l'autre, signifiant comme dire. Fin de citation. De ce point de vue, l'autrement dit sur lequel s'achève Autrement qu'être n'est pas une partie réellement situable du livre, dans la mesure où en droit, il aurait pu figurer aussi dans sa partie préliminaire. Mais si l'autrement dit n'est pas une partie d'un livre, c'est surtout d'abord parce qu'il n'est pas un moment du déroulement de son thème, moment préliminaire ou moment terminal, mais un discours qui prend pour objet, à partir de son c'est-à-dire qui en constitue le ressort, le discours qui développe ce thème. En vue, je reprends ici une formule de totalité et infinie, de défaire ainsi le dogmatisme inévitable où se ramasse et se compasse un exposé poursuivant son thème. Fin de citation. L'autrement dit est l'épanorthose, c'est-à-dire la correction du discours poursuivant son thème. Le c'est-à-dire, qui porte l'autrement dit, fonctionne ici en effet comme une épanorthose, cette figure du discours qui, comme l'écrivait Fontanier dans les figures du discours, consiste à revenir sur ce qu'on a dit, ou pour le renforcer, ou pour l'adoucir, ou même pour le rétracter tout à fait. Lorsqu'il indique les ressorts rhétoriques de son texte philosophique, Lévinas mentionne volontiers la métaphore, en vue d'en rattacher la transcendance à la transcendance du dire à autrui, ou encore l'hyperbole, où, dit-il, les notions se transmuent, mais il ne nomme pas l'épanorthose. Cette figure du discours, qui a connu un regain d'intérêt dans des études littéraires récentes, qui ont proposé de définir la poétique d'un Claude Simon ou celle d'un Beckett comme des poétiques de l'épanorthose, cette figure du discours nous semble cependant s'imposer aussi pour caractériser l'autrement dit lévinassien, qui lui en fournit une illustration exemplaire. L'épanorthose est une glose métalinguistique, puisqu'elle consiste à reprendre ce que l'on vient de dire, et donc à prendre ce dit réflexivement pour objet.
Une telle glose produit un étagement intralangagier, étagement qui scinde la phrase en deux par un c'est-à-dire, un pour ainsi dire, un non pas, ou encore simplement par un tiret, ou même qui scinde le livre en deux parties, si l'on envisage l'épanorthose à l'échelle du livre, comme invite à le faire l'autrement dit d'autrement qu'être. La première partie où se ramasse et se compasse un exposé poursuivant son thème est celle qui consiste à défaire le thème, l'autrement dit, qui peut en droit se placer dans sa partie préliminaire ou encore dans sa partie conclusive. L'autrement dit n'est donc pas une partie thématique du livre et en ce sens n'est pas une partie du livre. Il n'occupe dans le livre aucune place, car il est dans le livre ce qui défait le livre, c'est-à-dire interrompt son dit pour le ramener à un dire sans dit. Je cite autrement qu'être. Le discours interrompu rattrapant ses propres ruptures, c'est le livre. Mais les livres ont leur destin, ils appartiennent à un monde qu'ils n'englobent pas, mais qu'ils reconnaissent en s'écrivant et en s'imprimant et en se faisant préfacer et en se faisant précéder d'avant-propos. Ils s'interrompent et en appellent à d'autres livres et s'interprètent en fin de compte dans un dire distinct du dit. Fin de citation. Et pourtant, si l'autrement dit n'est nulle part dans le livre, si son lieu est un non-lieu, une utopie, il intervient bien aussi comme partie finale et comportant elle-même un thème du livre intitulé Autrement qu'être. Livre qui déroule avant lui trois moments, une note préliminaire, un argument, une exposition. Il est, comme le désigne Lévinas dans l'argument, c'est autrement dit, il est le chapitre final qui, en guise de conclusion, éclaire autrement la partie centrale intitulée Exposition. Que l'autrement dit intervienne à la fin se comprend dans la mesure où, en tant que dédit, l'autrement dit vient après le dit, en l'occurrence l'exposition des thèmes du livre. Dès lors, si une préface peut fonctionner comme un autrement dit, une partie intitulée autrement dit a malgré tout sa place plutôt en conclusion, après que tout a été dit et qu'il faut maintenant tout reprendre et tout redire. Mais si l'autrement dit occupe et nomme la place qui suit celle de l'exposition, c'est pour une autre raison. C'est parce qu'il est le lieu où se réfléchit l'autrement dit entendu comme manière de dire. Manière de dire qui n'est pas seulement à l'œuvre dans la partie finale, intitulée autrement dit, mais partout dans l'ouvrage, partout où il y a des épanorthoses. Autrement qu'être ne cesse de dire autrement ce qu'il dit. Il le fait dès son titre même, qui rectifie l'équivoque de l'expression autrement qu'être, dans laquelle, souligne Lévinas, l'adverbe autrement risquerait de renvoyer au verbe être alors qu'il s'agit d'énoncer l'autre de l'être. Il le fait donc il rectifie donc l'équivoque de l'expression autrement qu'être par la correction ou au-delà de l'essence. Première épanorthose du texte, dans le titre. Il le fait également dans la partie intitulée l'exposition, dont Lévinas précise qu'elle n'a rien d'un exposé linéaire, dans la mesure où, dit-il, les notions du livre ne cessent de se projeter les unes sur les autres, c'est-à-dire de se corriger mutuellement. Ici, les épanorthoses sont nombreuses, parfois introduites par un c'est-à-dire, le plus souvent par des tirets, des incises, entre tirets qui se suivent, emportant la phrase un moment dans un mouvement de vrille. C'est cette pratique incessante de l'autrement dit qui vient se réfléchir dans la partie finale du livre qui porte ce titre et qui donc, si elle constitue bien un non-lieu dans ce livre, y trouve néanmoins bien sa place terminale. Et elle s'y réfléchit doublement. D'abord au sens où est alors indiquée la ressource propre de la coupure que l'épanorthose impose au discours. En effet, l'autrement dit qui entrecoupe l'exposition du thème du livre a pour thème lui-même l'entrecoupement du souffle. L'autrement dit qui défait le thème du livre a lui-même inévitablement un thème, mais ce qu'il prend pour thème, c'est ce qui interdit la thématisation. Or cela, c'est le vent de l'altérité qui coupe le souffle, et donc la phrase, et donc le livre. Les dernières pages d'Autrement qu'être développent en effet un pneumatisme, c'est-à-dire décrivent l'exposition du moi à autrui jusqu'à la substitution, c'est-à-dire jusqu'à la fission de la substantialité, comme une respiration profonde, dit Lévinas, jusqu'au souffle coupé par le vent de l'altérité, comme fission du sujet au-delà du poumon. Fin de citation. Mais il y a une seconde idée présente dans cette partie finale d'Autrement qu'être, l'autrement dit,
Une idée moins directement liée en apparence à la rhétorique de l'autrement dit et qui pourtant l'éclaire. C'est l'idée, ou plutôt le mot Dieu, inséparable de ces considérations sur l'essoufflement d'une inspiration qui est déjà expiration qui rend l'âme. Lévinas rappelle en effet, en note, dans son autrement dit, que Moïse a rendu l'âme dans le baiser de Dieu, au sens où mourir sur l'ordre de Dieu se dit en hébreu, dit-il, mourir sur sa bouche. L'inspiration par l'autre jusqu'à la fission est donc expiration absolue dans le baiser de Dieu. Avec le souffle surgit donc le mot Dieu. Et avec le mot Dieu, c'est-à-dire, dit Lévinas, ce nom propre et unique, n'entrant dans aucune catégorie grammaticale. Avec le mot Dieu, c'est donc la question du nom propre qui se pose à nouveau, à la fin d'un livre qui précédemment avait condamné la dénomination parce qu'elle était au service de l'ontologie. Ricoeur, dans son ouvrage sur Autrement qu'être, voyant ici une revanche du nom, de la nomination, et la présence d'une quasi-ontologie, on peut dire post-éthique, Ricoeur, dans son essai sur Autrement qu'être, voyait ici une revanche du nom et la présence d'une quasi-ontologie qu'on peut dire post-éthique. J'y verrai plutôt une revanche du nom propre, c'est-à-dire du proprement dit sur l'autrement dit, ou plutôt le fait que l'autrement dit est aussi un proprement dit. Ainsi, l'autrement dit sur lequel se termine autrement qu'être est aussi à entendre comme un proprement dit, au sens d'abord où il prend pour thème l'autrement dit et s'efforce ainsi de dire proprement ce qu'il en est de l'autrement dit, et au sens ensuite où il rattache la rhétorique de l'autrement dit au nom propre, qu'il s'agisse de Dieu ou du visage, au sens donc où il inscrit l'autrement dit dans la signifiance du propre, du nom propre, ce qui ne signifie pas un retour de l'ontologie, contrairement à ce qu'affirme Ricoeur, mais simplement que l'éthique, en tant que telle, est aussi le lieu du propre. Cette ambiguïté de l'autrement dit, dire qui défait son thème et fonctionne comme un autrement que dire, d'un côté, et dit qui dit proprement ce qu'il dit, au sens où il l'inscrit dans la signifiance du propre de l'autre. Eh bien, cette ambiguïté de l'autrement dit, je vais tenter maintenant, dans la seconde partie de mon propos, de la ressaisir à partir de la notion de prose, en montrant que la rhétorique de l'autrement dit est une rhétorique de la prose, prose entendue à la fois comme rupture du rythme du dit et comme autrement dit. Malgré tout ce qu'il peut y avoir de poétique dans le texte lévinassien, et je pense ici surtout à l'usage, qui n'a rien d'accidentel ou de décoratif, de figures telles que la métaphore ou l'hyperbole, eh bien, le texte lévinassien n'est pas de l'ordre de la poésie. Il y a une prose lévinassienne, il n'y a pas de poésie lévinassienne. Lévinas a été poète dans sa jeunesse, mais si cela importe ici, c'est parce que la prose qu'il écrit s'écrit toujours aussi au regard de la poésie. On dira comme Nietzsche que cela en fait un bon prosateur, c'est-à-dire un prosateur qui écrit au regard de la poésie. Comme l'écrit Nietzsche en effet dans un fragment, le fragment 72 du Gai Savoir, intitulé Prose et poésie, la prose, je cite Nietzsche, n'est qu'une guerre ininterrompue avec la forme poétique. Tous ses charmes consistent à éluder constamment la poésie et à la contredire. Fin de citation. Eh bien, c'est de la prose opposée à la poésie qu'écrit Lévinas. Et c'est cette opposition qui commande sa conception du langage, qu'il s'agisse du langage éthique, du dire sans dit, de la responsabilité pour autrui, ou du langage philosophique dont la dimension critique prend la forme de l'autrement dit. Que la prose, tout d'abord, soit à comprendre au regard de la poésie, comme luttant contre la poésie, c'est ce dont témoigne ce passage de Totalité et Infini, page 222. À l'activité poétique où des influences surgissent à notre insu, de cette activité pourtant consciente, dit Lévinas, pour l'envelopper et la bercer comme un rythme, et où l'action se trouve portée par l'œuvre même qu'elle a suscitée, où d'une façon dionysiaque, l'artiste devient, selon l'expression de Nietzsche, œuvre d'art, s'oppose le langage, qui rompt à tout instant le charme du rythme et empêche que l'initiative devienne un rôle.
le discours est rupture et commencement, rupture du rythme qui ravit et enlève les interlocuteurs. Deux points, prose. Fin de citation. Lévinas définit ici la prose comme une rupture du rythme, lequel caractérise la poésie. Ce rythme, au sens lévinassien, n'est pas une propriété métrique du langage, mais plutôt un pouvoir d'envoûtement. Mallarmé disait que vers il y a dès que s'accentue la scansion, rythme dès que style. Eh bien, ce que Lévinas appelle rythme, ce serait plutôt ici le pouvoir d'incantation qu'évoque l'accentuation de la scansion, c'est-à-dire le pouvoir de nous emporter dans l'objet et dans l'œuvre, d'effacer la limite entre le moi et l'œuvre. Le rythme, écrit Lévinas, c'est dans Parole et silence, dans l'écrit et l'oral, le rythme, c'est cette situation spéciale où des objets représentés effacent la limite entre eux et moi et m'emportent dans leur tourbillon, où j'entre dans ma propre représentation comme dans un monde qu'entr'ouvre le tableau en enjambant le cadre qui délimite ce monde. Fin de citation. Le rythme, ce n'est donc pas une propriété métrique du langage. Je cite les imprévus de l'histoire. Le rythme indique la façon dont l'ordre poétique nous affecte plutôt qu'une loi interne de cet ordre. Fin de citation. Quant à ce que Lévinas appelle ordre poétique, ou dans la citation de Totalité infinie tout à l'heure, c'est qu'il appelle activité poétique. Il faut ici l'entendre au sens large, comme désignant l'œuvre d'art en général, qu'elle soit langagière ou non. Et dans le cas particulier du langage, l'ordre poétique désigne non pas seulement la poésie comme genre, mais plus généralement le pouvoir du signe d'emporter le sujet parlant dans les significations et les objets qu'il vise. Et Lévinas parle en ce sens du rythme incantatoire du signe. Ce qu'il faut comprendre alors, c'est la chose suivante. De même que pour Mallarmé, le langage contient des vers dès lors que s'accentue la scansion, et en ce sens relève de la poésie et non de la prose, et bien de même pour Lévinas, le langage relève de la poésie dès lors que son dire est captivé, ravi par le dit. L'opposition de la prose et de la poésie chez Lévinas est donc à entendre comme opposition de la prose au rythme, rythme compris comme pouvoir d'envoûtement du signe, par lequel le sujet parlant est saisi et entraîné dans la texture même du dit, dans le monde des significations et des objets libérés par le signe. Or, la situation où cette opposition entre prose et poésie, prose et rythme, trouve son premier, mais pas unique, lieu véritable, c'est la situation éthique. Au rythme incantatoire du signe, Lévinas oppose en effet la responsabilité pour autrui, en tant qu'elle constitue la situation concrète où il devient possible de penser le dire indépendamment du dit. La responsabilité est un dire sans dit, signe fait à autrui de cette donation de signe, signe qui ne dit rien, ne délivre aucun contenu, rien sinon, réflexivement, cette donation de signe, et qui par conséquent ne se repose pas dans sa figure de signe. À Mallarmé, qui affirmait que dans le genre appelé prose, il y a des vers, quelquefois admirables de tout rythme, de sorte qu'en vérité, il n'y a pas de prose. Lévinas oppose l'idée selon laquelle il y a bien de la prose du dire sans dit. En effet, le dire sans dit qui brise le rythme incantatoire du signe est qualifié par Lévinas de prose. La prose, écrit Lévinas dans la signification, conférence inédite de Parole et silence. La prose, écrit Lévinas dans la signification, est une façon de signifier où celui qui délivre le signe ne s'absente pas de ce signe et dérange son rythme incantatoire. Ou encore, dans un texte de hors-sujet intitulé Langage quotidien et rhétorique sans éloquence, Lévinas voit précisément dans le dire sans dit qui est approche du prochain un langage quotidien qui permettrait de définir une rhétorique sans éloquence, à la limite sans figure, et prose en ce sens. Le dire sans dit est donc avant tout prose, prose comme résistance à la poésie telle que nous l'avons définie plus haut, résistance sous la forme de l'exposition du moi à autrui qui, à la fois, donne au moi de ne pas s'effacer au profit du signifié ou du thème et lui impose en même temps de ne pas le faire, en s'exposant toujours plus à autrui. Je cite
Dieu, la mort et le temps, il faut que le dire soit dire de se dire lui-même, dire sans se thématiser, mais en s'exposant toujours plus. Dire, c'est ainsi s'épuiser à s'exposer, faire signe de ce dont on fait signe, sans se reposer dans sa figure de signe. De ce point de vue, loin que la prose ne soit que du vers rompu comme l'écrivait Mallarmé, c'est le vers, ou plus précisément le rythme incantatoire du signe, qui serait à penser à partir de la prose, comme un dire qui ne se repose pas dans sa figure de signe. Mais Lévinas, on le sait, y insiste, cette prose d'avant la poésie, cette prose du dire sans dit, est en même temps toujours déjà recouverte par le rythme incantatoire du signe, dans la mesure où il n'est pas de dire qui ne soit dire d'un dit, qui ne se laisse emporter par le dit, dans la mesure où le dire, comme y insiste autrement qu'être, doit se manifester, dire quelque chose, proposer un thème. Et c'est ici qu'intervient une seconde prose, la prose de l'autrement dit. Car si l'éthique exige l'emprise de l'être et du dit sur le dire, sans dit, elle ne l'exige pas sans aussitôt en appeler à la philosophie, afin de réduire le dit par un autrement dit. Autrement qu'être écrit, mais il faut aussi que le dire en appelle à la philosophie pour que la lumière qui s'est faite ne se fiche pas en essence au-delà de l'essence. Fin de citation. La tâche de la philosophie, entendue ici comme examen, comme critique, et donc comme prose, si, comme l'écrit Lévinas dans la signification, la prose est critique. La tâche de la philosophie, entendue donc comme examen, comme critique, est donc de corriger l'exposition logique du sens qui veut que le dire se fasse dit, exposition logique qui est aussi rythme incantatoire du dit, de la corriger par un dédire, de susciter un écart entre le sens et ce qui s'en manifeste, entre le sens et ce qui, en se manifestant, prend les façons de l'être. Mais alors, comment entendre ici la prose de l'épanorthose du dit? S'agit-il seulement d'interrompre le dit, ou bien, à la faveur de cette interruption, dans la foulée du dédit, de dire proprement, sans trope ni figure, le dire sans dit? L'autrement dit, dans son incessant dédit, dans son refus de se reposer dans un dit, n'apparaît pas dans un premier temps comme un proprement dit. Il apparaît plutôt comme un autrement que dire, s'il n'est pas de dire qui ne soit dire d'un dit. L'épanorthose du dit n'ajoute pas un second dit au dit. La vérité qu'elle énonce n'est pas dans la seconde proposition, dans le sens corrigé, mais elle est bien plutôt dans l'ouverture d'un écart entre le sens du dire et son énoncé même. Elle se situe entre le sens et ce qui s'en manifeste. Elle rend visible la résistance du dire de l'un pour l'autre de la responsabilité au présent de la manifestation. Elle détruit la conjonction entre le sens et sa manifestation, mais n'en produit pas une nouvelle, sinon pour la détruire à nouveau. Si la vérité qu'elle énonce à la faveur de cette épanorthose se produit en deux temps, elle n'est pas plus dans le second que dans le premier, et c'est pourquoi le dédit, dans un mouvement en vrille, doit sans cesse être dédit. Je lis autrement qu'être. Vérité de ce qui n'entre pas dans un thème. Elle se produit à contre-temps ou en deux temps, sans entrer dans aucun, comme la critique sans fin ou le scepticisme, qui, dans un mouvement en vrille, rend possible l'audace de la philosophie, détruisant la conjonction où entre sans cesse son dire et son dit. L'autrement dit qui dédie sans cesse ce qu'il dit, signifie ainsi qu'il ne saurait y avoir de proprement dit, qu'il n'y a pas de possibilité de dire proprement le dire. Car, dit Lévinas, dans Autrement qu'être, le fond du dire n'est jamais proprement dit. En ce sens, Ricoeur a raison de noter que, dans Autrement qu'être, l'éthique déconnectée de l'ontologie est sans langage direct, propre, approprié. Il n'y a pas de dit qui soit approprié au dire sans dit. Par conséquent, comme l'écrit encore Ricoeur, l'autrement qu'être ne saurait trouver son dit dans la foulée de son dédire. Et c'est pourquoi l'autrement dit ne peut ici se déployer que sous une forme tropologique. Et de fait, la rhétorique de l'épanorthose porte ici la tropologie de l'hyperbole. On a remarqué que l'épanorthose n'est pas seulement une figure parmi d'autres du discours, mais en un sens l'essence de toute figure. Si ce qui définit la figure du discours, c'est l'écart, écart par rapport à la manière simple et commune de parler selon Fontanier, et si l'épanorthose, à titre de correction ou rétractation, est par excellence la figure de l'écart.
Elle est donc en ce sens le ressort de toutes les figures. Et cela se vérifie ici, dans la mesure où l'hyperbole dont se revendique Lévinas peut être rattachée à l'épanorthose. L'hyperbole, dans laquelle, je le rappelle, les notions perdent la consistance que leur offre le thème où elles se manifestent, dans laquelle elles éclatent et se nouent en intrigue humaine, dit Lévinas, cette hyperbole est portée par le dédire incessant et amplifiant de l'épanorthose. En voici un exemple. Dans cette phrase d'Autrement qu'être, où les épanorthoses, marquées par des tirets ou introduites par un ou plutôt, scandent le crescendo de l'hyperbole, qui nous fait passer de la responsabilité à la substitution et à l'incondition d'otage. Je cite Autrement qu'être, page 6. Cette gravité où l'essai de l'être se met à l'envers, tiré, ne renvoie-t-elle pas à ce langage pré-originel, tiré, à la responsabilité de l'un pour l'autre, tiré, à la substitution de l'un à l'autre et à la condition ou à l'incondition d'otage qui ainsi se dessine? Hyperbole portée par une succession d'épanorthoses. Mais si la prose de l'autrement dit, dans cette tropologie de l'hyperbole, apparaît comme un autrement que dire, si elle coupe inlassablement le souffle du dit et ne s'installe donc jamais elle-même dans un dit, elle peut aussi, d'un autre point de vue, être entendue comme un proprement dit. Donc j'en viens ici à second sens de l'autrement dit, non plus l'autrement dit comme autrement que dire, mais l'autrement dit comme proprement dit. C'est en effet ainsi que Lévinas, dans Autrement qu'être, entend le concept de prose, dont l'unique occurrence, il y a une unique occurrence du terme de prose dans Autrement qu'être, dont l'unique occurrence qu'en propose Autrement qu'être dans les développements du chapitre 2 qui traite de l'amphibologie de l'être et de l'étant. Lévinas ne parle pas ici de la prose du dire sans dit, celle que j'avais envisagée dans un premier temps, ni de celle de l'incessant dédit du dit ontologique, celle dont je viens de parler, mais de la prose de la proposition prédicative, dans laquelle s'articule le dit ontologique, et dans laquelle s'entend proprement la verbalité de l'être qui porte ce dit. Cette prose, donc cette troisième prose si vous voulez, cette prose s'oppose ici encore à la poésie, ou plutôt à l'ordre ou l'activité poétique. Mais la poésie n'est plus ici définie par son rythme incantatoire, qui marque l'absorption dans le monde ou dans les significations de l'œuvre. Reprenant ses analyses sur l'exotisme de l'art développées dans De l'existence à l'existant, qui soulignait son pouvoir de faire résonner la verbalité de la sensation détachée de tout objet, Lévinas accorde ici à l'activité poétique le privilège de faire résonner la verbalité de l'essence avant qu'elle ne s'absorbe dans le nom, de faire résonner cette verbalité sans se laisser emporter par le rythme incantatoire du nom. Mais comme nous allons le voir, elle ne peut le faire proprement, sans faire appel au c'est-à-dire, et donc au dédire et au redire, mais entendu comme un proprement dit de l'exégèse philosophique de l'art. Quelques rappels sur ce chapitre 2, paragraphe 3 d'Autrement qu'être. Donc Lévinas, dans le chapitre 2, paragraphe 3 d'Autrement qu'être, ressaisit en effet la différence ontologique, la différence de l'être et de l'étant, comme une différence qui se produit dans le langage, dans la mesure où le langage est à la fois verbe et nom. Ce qu'indique le verbe, tout d'abord, c'est, indique Lévinas, la temporalisation de l'essence, la fluence du temps. Fluence que Lévinas appréhende d'abord dans la temporalité de la sensation, dans son développement, temporalité dans laquelle Husserl décrivait la conscience interne du temps. Dans la sensation vécue qui est fluence, ne se montrent pas simplement des qualités senties, c'est-à-dire des identités nommables, mais leur sentir même, qui est temps, et en ce sens, qui est verbe. Et c'est pourquoi Lévinas écrit « La sensation vécue, être étant, s'entend déjà dans le verbe ». Ou encore, le verbe être dit la fluence du temps, comme si le langage n'équivalait pas sans équivoque à la dénomination. Mais ce langage est aussi une nomination. Nomination à partir de laquelle s'identifie les temps, à partir de laquelle se coagule en quelque sorte, en un quelque chose, la fluence du temps. Et c'est pourquoi le dire qui fait entendre la verbalité de l'être s'efface ici dans le dit, dans le thème. Je lis Autrement qu'être.
L'identité des étangs renvoie à un dire, téléologiquement tourné vers le kérigme du dit, s'y absorbant au point de s'y faire oublier, à un dire corrélatif du dit ou idéalisant l'identité de l'étang, le constituant ainsi, récupérant l'irréversible, coagulant en un quelque chose l'affluence du temps. Fin de citation. Dès lors, comment faire entendre la différence ontologique? Comment réveiller le dire corrélatif du dire, entendu ici comme la verbalité de l'être avant la nomination? Lévinas, après avoir fait appel à la temporalité de la sensation pour manifester la verbalité de l'essence, se demande si l'art ne serait pas le lieu où résonne cette verbalité. C'est bien le cas, en raison de ce que Lévinas, dans De l'existence à l'existant, appelait l'exotisme de l'art, c'est-à-dire son pouvoir d'arracher les choses au monde où elles s'identifient, de dépouiller les qualités sensibles de toute objectivité, de laisser se produire les qualités sensibles indépendamment de l'objet, le son qui n'est plus un bruit, les couleurs qui forment des ensembles qui n'ont rien à voir avec les synthèses des objets dans le monde, le mot qui ressort dans sa matérialité sonore et se détache du sens objectif, font résonner la verbalité de l'essence. Je cite autrement qu'être. Dans la musique, les sons résonnent. Dans les poèmes, les vocables, matériaux du dit, ne s'effacent plus devant ce qu'ils évoquent, mais chantent de leurs pouvoirs évocateurs et de leur façon d'évoquer, de leurs étymologies. La poésie est productrice de chants, de résonances et de sonorités qui sont la verbalité du verbe ou essence. Fin de citation. Mais Lévinas ajoute aussitôt que si l'exotisme de l'œuvre d'art fait résonner la verbalité de l'être, l'art ne dit pas proprement, il ne dit pas proprement cette verbalité. Je cite ici un long passage dans lequel Lévinas souligne la nécessité pour l'œuvre d'art d'en appeler à l'exégèse afin que l'essence qu'il fait résonner soit dite proprement. Et c'est d'ailleurs à propos de cette exégèse qu'apparaît la seule occurrence du terme de prose dans Autrement qu'être, prose entendue ici comme improprement dit. L'essence se temporalise dans l'essence, dans l'œuvre, pardon. L'essence se temporalise dans l'œuvre. Et là, je cite, longue citation. Donc, l'essence se temporalise dans l'œuvre, mais dans l'isolement. Toute œuvre d'art est ainsi exotique, sans monde, essence en dissémination. Méconnaître le dit, proprement dit, quelle qu'en soit la relativité, dans les propositions prédicatives que toute œuvre d'art, plastique, sonore, poétique, réveille et fait résonner en guise d'exégèse, c'est faire preuve d'une surdité aussi profonde que celle qui consiste à n'entendre dans le langage que des noms. C'est cet appel à l'exégèse, poursuit Lévinas, que souligne aussi la fonction essentielle qui revient au dit verbal en guise de non éliminable métalangue dans le surgissement et la présentation de l'œuvre d'art comme préface, manifeste, titre ou canon esthétique. C'est cet appel ramenant la modalité de l'essence dite dans l'œuvre au fond de l'essence proprement dite, telle qu'elle s'entend dans l'énoncé prédicatif, que justifie la notion de monde, essence proprement dite, verbe, logos qui résonne dans la prose de la proposition prédicative. Fin de citation. La prose, donc, la poésie, donc, dit la temporalisation de l'essence, mais elle ne la dit pas proprement. Pourquoi? Je propose la lecture suivante de ce passage fort elliptique. L'œuvre d'art est exotique. Elle est sans monde, puisqu'elle détache les qualités sensibles de leur renvoi à l'objet pour faire résonner la temporalité du sentir. Elle fait résonner le silence de l'égrainement de l'être, par lequel les étangs dans leurs identités s'éclairent et se montrent, mais en interrompant ce mouvement d'identification, en coupant la verbalité de l'être du synchronisme de la dénomination, où, à partir de la discursion de l'être, s'identifient les étangs et où, par conséquent, il y a monde. C'est en ce sens qu'elle est une essence en dissémination, signifiant sans signifier, pure musicalité. Et c'est pourquoi elle en appelle à l'exégèse, au c'est-à-dire, à l'autrement dit de sa présentation dans une préface, dans un manifeste ou dans la critique philosophique, qui permet de ramener la modalité, je cite, de l'essence dite dans l'œuvre au fond de l'essence proprement dite, telle qu'elle s'entend dans l'énoncé prédicatif. Fin de citation. L'œuvre d'art est inséparable de son exégèse, qui redit proprement en prose ce qu'elle dit improprement. Euh, je cite sur Maurice Blanchot, l'exotisme irréductible inspiré de la poésie
En appelle au dire proprement dit, au dire qui thématise, d'utile se dédire pour ne pas altérer le secret qu'il expose. Fin de citation. L'exégèse de l'art consiste ici à redire la musicalité du poème à partir de la prose de la proposition prédicative. Dans la proposition prédicative, que Lévinas appréhende de manière privilégiée dans la proposition tautologique A est A, le verbe être est entendu proprement, puisqu'il indique une façon d'être. La proposition Socrate et Socrate fait entendre l'individualité de l'individu Socrate comme une façon d'être. Et si la proposition prédicative dit proprement le verbe être, c'est aussi parce que, tout en faisant entendre la verbalité, la discursion de l'essence, elle ne coupe pas cette verbalité ou cette discursion de l'essence de l'identité de l'étant. Je cite Lévinas, dans la copule est, scintille ou clignote l'ambiguïté de l'essence et de la relation nominalisée. Le logos se noue dans l'amphibologie où l'être et l'étant peuvent s'entendre et s'identifier, où le nom peut résonner comme verbe et le verbe de l'apophansis se nominaliser. Ainsi, Socrate et Socrate peut s'entendre verbalement comme Socrate socratise et nominalement comme Socrate est le nom qui désigne et identifie Socrate. L'art appelle donc son exégèse, sa critique, et cette critique s'accomplit dans la prose, ici la prose de l'apophansis. On pourrait reprendre ici le concept de critique esthétique dans le romantisme allemand qui fut explicité par Walter Benjamin. Critique qui conçoit la prose comme l'idée de la poésie, au sens où elle permet de dégager le noyau prosaïque contenu dans l'œuvre d'art. La prose redit sobrement ce que dit le poète en s'abandonnant à l'enthousiasme. Comme l'écrit Lévinas lui-même, la prose est critique, cette fameuse critique qui, même de l'œuvre artistique, peut dire autre chose que la répétition de cette œuvre, dans la signification, dans Parole et silence. Je termine. Avec la prose de l'exégèse de l'art, l'autrement dit s'entend donc comme un proprement dit, et non plus comme un autrement que dire. La prose n'est pas seulement rupture du rythme incantatoire du dit, mais aussi un dire en propre, par opposition au dire figuré. Il est vrai que ce qui est ici dit proprement, c'est l'essence, alors que nous l'avons vu, l'autrement dit ne peut pas proprement dire le fond du dire sans dit, sinon par la figure de l'hyperbole. Si l'on peut dire proprement l'essence, on ne peut pas dire proprement le fond du dire. Mais la tropologie de l'hyperbole, qui ne cesse de dire autrement l'autrement qu'être qu'aucun dit ne peut proprement dire, est elle-même aimantée par la signifiance du propre. Dans la mesure où dédire le dit, c'est toujours en un sens le dire à quelqu'un, à un nom propre, ce nom dont le dire signifie un visage. Voici ce qu'écrit Lévinas à propos de la parole de préface. De l'autrement dit qui caractérise cette parole, c'est dans le Totalité infinie. La parole de préface, écrit Lévinas, cherche à percer l'écran tendu entre l'auteur et le lecteur par le livre même. Fin de citation. L'épanorthose est ce moment de sincérité où l'on corrige ce que l'on vient de dire et par laquelle on fait entrer l'interlocuteur dans la genèse du sens. Elle est dédicace à l'autre. En ce sens, l'autrement dit, parce qu'il est prose, est toujours aussi un proprement dit. Merci de votre attention.